Bonjour, je m'appelle Jack Wickstead et je viens de Boston. Je tiens tout d'abord à remercier le Harvard Global Orthopedic Consortium de m'avoir permis de m'adresser à vous aujourd'hui. Il m'a demandé de vous présenter un bref exposé sur les fractures du col du fémur à présentation tardive chez les jeunes patients. Je tiens également à remercier l'Orthopedic Trauma Association pour son soutien au Harvard Global Orthopedic Consortium. J'aimerais également faire savoir à tous les participants à l'adresse que l'Orthopedic Trauma Association est vraiment une organisation formidable. Elle a beaucoup à offrir. En ce qui concerne les offres éducatives, pour ceux d'entre vous qui sont dans des programmes de résidence ou de formation, l'OTA a un excellent programme d'études en traumatologie qui est disponible en ligne. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Pour les objectifs d'aujourd'hui, nous allons parler de les fractures du col du fémur chez les jeunes patients, le degré d'urgence, les possibilités de traitement, le type d'implant à utiliser et les complications auxquelles on peut s'attendre après avoir soigné ce type de blessure. En guise de divulgation, je n'ai pas d'informations à communiquer en rapport avec cet exposé. Je suis membre du comité des sciences fondamentales de l'OTA et je tiens à saluer Greg Gasquet et le projet de programme de base de l'OTA. Certaines des diapositives sont tirées de l'exposé du Dr Gasque. J'ai moi-même un exposé sur les fractures du plateau tibial. Je vous invite donc à nouveau à jeter un coup d'œil à la section Core Curriculum du site web de l'OTA. Nous allons donc commencer par parler des fractures du col du fémur chez les jeunes patients et de l'urgence de leur traitement. Bien entendu, nous aimerions les aborder le plus rapidement possible. Maintenant, ce qui est une présentation tardive dans mon contexte et ce qui est une présentation tardive dans le vôtre peut être tout à fait différente. Nous allons donc parler de ce patient. C'est en quelque sorte le patient type qui me préoccupe avec une présentation tardive. Il s'agit d'une jeune femme qui est tombée dans son allée et dont le diagnostic a été posé très tardivement, 3 mois et demi plus tard. Elle a d'abord passé une radiographie et a probablement eu une fracture du col du fémur non déplacée. Elle a été envoyée en kinésithérapie et a été traitée pendant plusieurs mois en kinésithérapie avant que quelqu'un n'identifie qu'elle avait une fracture du col du fémur. Et c'est un véritable défi. Vous savez, même pour vous, certainement avec des présentations tardives, et pour nous aussi. C'est probablement quelque chose que beaucoup d'entre vous voient plus fréquemment que nous. Si l'on se base sur vos pratiques et sur les personnes qui entrent et sortent de votre hôpital, il s'agit probablement d'un problème que vous rencontrez plus fréquemment que nous. On peut se demander si, oui ou non. Il y a des présentations tardives, ce qui est trop tard. Et, vous savez, je suppose que la réponse à cette question se résume en grande partie à la question de savoir si vous avez ou non accès à des options d'arthroplastie. Donc, si vous avez de bonnes options d'arthroplastie dans votre hôpital, il se peut qu'il soit trop tard pour passer à l'arthroplastie plutôt que de soigner les patients. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas accès à l'arthroplastie ou dont les patients n'ont pas les moyens de s'offrir une arthroplastie, il est certain que la réparation, même tardive, peut être votre seule option. Et vous savez, vous pouvez obtenir un très bon résultat si vous vous y attaquez de manière appropriée. Bien sûr, chaque patient dont nous nous occupons commence par une anamnèse et un examen physique. Et je voudrais souligner que vous savez, votre discussion avec le patient devrait vraiment se concentrer sur le fait de savoir s'il s'agit d'un patient à haute énergie ou d'un patient à faible énergie. Vous savez, dans la situation que j'ai présentée, j'avais une jeune femme qui était tombée dans son allée. Il s'agit d'une blessure à faible niveau d'énergie. Il est beaucoup plus probable que ces blessures se prêtent à une fixation tardive, alors que les blessures à haute énergie, comme un raccourcissement de l'extrémité après un accident de voiture, se prêtent mieux à une fixation tardive. Il est surprenant de constater que même avec cela, et même dans les cas graves, ces opérations seront beaucoup plus difficiles pour vous. Et vous devriez savoir d'emblée lequel sera le plus difficile à traiter. Les blessures à faible énergie sont donc beaucoup plus faciles à traiter. Les blessures à haute énergie, attention. Je n'insisterai pas sur l'anatomie. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous, en tant que chirurgiens, connaissons bien. Et comme le temps qui m'est imparti aujourd'hui est limité, nous n'allons pas trop en parler. Mais comme nous le savons, l'apport sanguin à la tête fémorale se fait en grande partie par l'artère fémorale profonde. Elle passe ensuite par le cou et remonte dans la tête. Et les perturbations du col, en particulier les fractures intercapsulaires, peuvent vraiment causer de nombreux problèmes de nécrose avasculaire tardive. Donc si vous avez plus le déplacement de la fracture est important,
plus le risque de déplacement vasculaire est élevé. Il est parfois surprenant de constater que même dans ce cas, et même dans les cas graves, il y a un risque de nécrose avasculaire. Pour ce qui est des fractures déplacées, il est toujours possible de les faire cicatriser. Étonnamment, vous savez, compte tenu de la fragilité de l'apport sanguin. Pour l'imagerie de ces fractures, je ne vais pas m'étendre sur l'imagerie avancée, car beaucoup d'entre vous n'y ont pas accès. Les films de traction peuvent être utiles dans ce cas. Pour la planification, je dirais qu'il faut s'assurer d'obtenir un bon cliché AP et une radiographie latérale. Si le patient ne tolère pas les films d'attraction, vous pouvez toujours obtenir un film de traction dans la salle d'opération. Mais, vous savez, assurez-vous de savoir ce dont vous vous occupez avant d'y aller et d'avoir les mauvais ensembles d'implants. Le bassin AP est utile parce qu'il vous donne le côté opposé pour que vous puissiez vérifier l'angle de la tige du col sur la hanche contralatérale. Les films de traction peuvent être très utiles pour redresser les choses et rendre, vous savez, un schéma de fracture compliqué un peu plus clair dans votre esprit. Encore une fois, l'imagerie avancée, les tomodensitogrammes sont très utiles si vous y avez accès. Mais encore une fois, vous n'en avez pas vraiment besoin si vous ne l'avez pas. Pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, j'appellerai ces lésions soit sous-capitales, soit cervicales de base. Et vous savez, je pense que les fractures sous-capitales sont clairement intra-articulaires et que les cervicales de base sont largement extra-articulaires. Les sous-capitales sont clairement intracapsulaires et que les cervicales de base sont largement extracapsulaires. Le temps nécessaire à l'opération est plus court que le temps nécessaire à la formation d'une capsule. Et ces transcervicales sont en quelque sorte au niveau de l'insertion de la capsule. Donc sous-capitale, transcervicale, cervicale de base. Je ne vais pas m'étendre sur la classification des jardins. Pour la plupart d'entre nous qui connaissons bien le sujet, je dirais que la classification de Powell est utile d'un point de vue conceptuel. Elle permet de garder à l'esprit ce qui est en valgus et ce qui est en varus, ce qui est en compression et ce qui est en cisaillement. Ainsi, les cas de type Powell inférieurs à 30 degrés sont beaucoup plus susceptibles d'être en compression. Vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de cisaillement et vos taux d'union seront meilleurs. Lorsque vous arrivez aux classifications de type 3 de Powell, vous avez affaire à un angle très prononcé, n'est-ce pas? Des taux de cisaillement très élevés et des taux de non-syndicalisation beaucoup plus élevés. Pour en revenir à notre sujet initial, qui était, vous le savez, l'heure de la chirurgie. Vous savez, cette question est de moins en moins controversée. Si l'on examine un grand nombre de ces articles, on constate qu'ils comparent le délai d'intervention avant ou après 24 heures. Les articles les plus récents se sont penchés sur des seuils de 24 heures. Si vous regardez l'article de Aidakevich, par exemple, datant de 2004, des seuils de 24 heures, aucune différence réelle entre, vous savez, avant 24 heures ou après 24 heures. Ce qui compte le plus, c'est le déplacement initial. L'article de Duckworth ici, 122 patients. 32% de taux de complication. Plus de 24 heures a montré un taux d'échec accru. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Jack, tu es fou, nous voyons ces patients 3 ou 4 semaines plus tard et non pas à 24 heures ou 48 heures. » Encore une fois, le fait que les patients se présentent tôt ou tard dépend en grande partie du système dans lequel vous vous trouvez. Si vous pouvez les utiliser tôt, c'est génial. Allez-y tôt. Si vous avez de jeunes patients qui arrivent dans votre hôpital et qu'ils ont 12 ou 24 heures de retard, donnez-leur la priorité et faites-les opérer le plus rapidement possible. Mais je sais que beaucoup d'entre vous verront des patients 3, 4, 5 semaines plus tard, et ce sont là les vrais défis. Donc, par une gestion définitive, vous savez, vous avez vraiment deux choix ici. Est-ce que je vais bien ouvrir? Est-ce que ce sera une réduction ouverte ou est-ce que je vais faire une réduction rapprochée? Accepter ma réduction et ensuite mettre en place mon matériel en me basant sur la meilleure réduction rapprochée que je peux obtenir. Je dirais donc que, pour la prise en charge définitive, votre ORF sera essentiellement constitué de vis de hanche coulissantes, de vis cancella et de plaques à lame. Nous disposons de systèmes de plaques modernes, de systèmes de plaques verrouillés que vous pouvez envisager d'utiliser. Nous disposons d'un matériel sophistiqué. Encore une fois, je pense que vous pouvez parfaitement traiter la plupart de ces cas avec une bonne réduction, une bonne approche et du matériel standard que vous avez probablement à votre disposition par les approches. Pour moi, le cheval de bataille a toujours été l'approche de Smith-Peterson. L'approche antilatérale ou l'approche de Watson-Jones peuvent également être très utiles. J'ai d'ailleurs récemment effectué une approche Watson-Jones avec l'un de mes partenaires. Nous avons une bonne visualisation, ce qui est bien avec c'est que facilite l'installation du matériel. Nous en reparlerons brièvement. En ce qui concerne la réduction ouverte par rapport à la réduction fermée,
Lorsque j'étais en formation il y a 20 ans, le mantra était toujours qu'il fallait une réduction anatomique et que cela signifiait qu'il fallait l'ouvrir. C'était une sorte de fierté pour les chirurgiens traumatologues de pouvoir dire « Oh oui, j'ouvre toutes mes fractures du col du fémur et elles s'en sortent toutes très bien. » Bien sûr, ce n'est pas le cas. Beaucoup de ces fractures que nous ouvrons ne se réduisent pas si bien que cela. Et certains de ceux que nous traitons sans les ouvrir, en obtenant une bonne réduction fermée sur une table de fracture, par exemple, s'en sortent très bien. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est la qualité de votre réduction, et pas tant le fait que vous l'ayez ouverte ou non. Si elle est en varus, elle ne se portera pas bien. Si vous avez une forte inclinaison postérieure, cela ne va pas bien se passer. Si vous pouvez l'aligner sans l'ouvrir, c'est parfait. S'il faut l'ouvrir pour l'aligner, c'est aussi très bien. Mais la laisser en varus ou en angulation postérieure est une recette pour les problèmes. Il faut se rapprocher le plus possible de la perfection. Qu'il s'agisse d'une bonne réduction fermée ou d'une bonne réduction ouverte, tout va bien. Mais vous devez obtenir cette bonne réduction. Vous savez, la difficulté survient lorsque vous essayez une réduction fermée et que vous placez le patient sur la table de fracture. Et ce n'est pas si bien que cela. Il faut vraiment avoir l'élan nécessaire pour se dire à ce moment-là, « Ok, les choses ne se passent pas comme je le pensais avec la table de fracture. Il est temps de l'ouvrir. » Il est donc important d'avoir la capacité de l'ouvrir. Même si ce n'est pas votre première approche. Votre première approche. Dans Joe en 2020. Il s'agit d'un article très récent qui a changé la façon de penser de beaucoup de personnes qui étaient très, vous savez, strictes sur le fait de s'assurer que tous les éléments de l'information sont bien en place. Ces questions ont été ouvertes. Il s'agit d'un article intéressant. 234 patients présentant des fractures déplacées du col du fémur, généralement des patients jeunes, de 18 à 65 ans. Le taux de réopération en cas de réduction ouverte était assez significatif par rapport à celui en cas de réduction fermée. Il y a donc des preuves que la réduction fermée est parfaitement acceptable tant que l'on obtient une bonne réduction. Les risques de réopération en cas de réduction ouverte étaient donc significativement plus élevés. Maintenant, dans cet article, beaucoup d'efforts ont été faits pour essayer de contrôler des variables telles que la difficulté de la réduction, la nature compliquée de la fracture, afin de s'assurer que ces groupes étaient comparables. Vous savez, il suffit de dire que même avec une réduction ouverte, vous aurez certainement un taux de réopération élevé. Cela a amené beaucoup de gens à repenser leur stratégie. Dans une large mesure, ma stratégie a consisté à placer le patient sur la table de fracture et à voir quelle réduction on peut obtenir. Si vous obtenez une bonne réduction, c'est parfait. Mettez le matériel. Si vous obtenez une mauvaise réduction, retirez-les de la table de fracture et ouvrez la hanche. Quand je dis ouvrir la hanche, qu'est-ce que je veux dire? Il y a plusieurs façons de procéder. Je pense que techniquement, l'approche la plus facile, si vous n'avez pas fait beaucoup de ces opérations, est de faire une approche antérolatérale. Mettez le patient en position latérale. Vous serez confronté au vaste latéral. Les abducteurs sont faciles à identifier et le fait de relâcher le tiers antérieur des abducteurs vous amène directement au sommet du cou. Je trouve que c'est une chirurgie très simple et technique. Et vous pouvez poser le matériel par la même approche. L'inconvénient de l'approche antilatérale est que les patients boitent et qu'il faut bien réparer l'abducteur. Et certains de ces patients, même avec une bonne réparation de l'abducteur, auront encore des problèmes plus tard, en boitant. Bien que l'approche antérolatérale soit techniquement la plus facile, c'est aussi celle qui risque le plus de faire boiter le patient. Donc si vous avez une fracture très tardive et que vous n'avez jamais fait de Smith-Peat ou de Watson-Jones, ce n'est probablement pas une bonne approche pour commencer. Si vous devez commencer par un Smith-Peat ou un Watson-Jones, commencez par une fracture récente. Ne commencez pas avec quelque chose qui est à 3, 4, 5 semaines. Si c'est le cas, l'approche antérolatérale est une excellente solution si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Le Smith-Peat est en quelque sorte mon cheval de bataille, car j'ai pratiqué beaucoup de chirurgie pédiatrique et vous pouvez obtenir une très bonne visualisation avec, vous savez, quelques fractures déplacées du col du fémur que j'ai eues chez des enfants de moins de 12 ans. Le Smith-Peat vous permet d'obtenir une très bonne visualisation. Je vous conseille de vous entraîner à l'approche de Smith-Peterson avec des patients qui ont une fracture récente. Essayez de s'occuper d'une présentation tardive par l'approche de Smith-Peat peut être un véritable défi. Pratiquez donc vos approches de Smith-Peat, bien sûr,
mais faites-le sur des patients présentant une fracture récente afin de voir ce que vous faites. L'autre problème avec le Smith Pete, c'est qu'il faut introduire le matériel par le côté. Vous devez vraiment faire une approche secondaire séparée afin d'introduire votre matériel. Et cela peut être difficile si vous n'avez pas une très bonne radiographie. Il faut donc être un peu prudent en ce qui concerne l'approche antérieure, l'approche de Smith Pete. Si vous n'avez pas de bonne radiographie, vous verrez votre fracture. Vous obtiendrez une bonne réduction, mais vous aurez beaucoup de mal à introduire le matériel pour la maintenir en place. Voici un bel exemple de réduction d'une fracture par l'approche de Smith Pete supérieure en haut de l'écran. Et vous pouvez voir la tête fémorale ici, il y a une broche dedans. Ils utilisent ces fils guides pour contourner la tête fémorale et la remettre en place. Il y a cet écarteur ici. Cet écarteur inférieur en bas est autour de la partie inférieure du cou. À titre de comparaison, je pense que le Watson-Jones antérolatéral est une bonne approche si vous avez de l'expérience et vous pouvez certainement le faire en différé. Elle permet une bonne visualisation et un bon accès. Le matériel dans l'approche Smith Pete est un peu plus difficile. Si vous avez une présentation retardée, vous obtenez une bonne visualisation, mais vous devez faire une incision latérale séparée pour vos implants de hanche, et cela va nécessiter une bonne visualisation. Si votre radiographie n'est pas géniale, ou si vous n'avez pas de CRM qui fonctionne très bien pour vous, encore une fois, le Watson-Jones antilatéral est probablement votre meilleur animal de compagnie. Si vous n'êtes pas familier avec ces techniques, l'OTA dispose d'une excellente ressource. Il dispose d'une très belle vidéothèque. Ces vidéos ont toutes été vérifiées et sont de très bonne qualité. Je vous recommande vivement, si vous en avez le temps, de jeter un coup d'œil à cette ORF du col du fémur par rapport à une approche antérieure. Il y a une excellente vidéo à ce sujet. Si vous êtes un peu nerveux à l'idée de recevoir l'une de ces interventions, jetez un coup d'œil à la vidéo. L'OTA est une excellente ressource pour cela. En ce qui concerne la technique de réduction, vous pouvez certainement percer un petit trou dans l'image en haut à droite. Je ne sais pas si ma flèche est visible, mais dans cette zone, si vous percez un petit trou dans la tête, vous pouvez obtenir une des dents de votre réduction point à point. Fixez votre grande pince de Weber dans l'os, puis réduisez-la contre l'étranglement. Elle permet de réduire considérablement les coups. Vous pouvez utiliser des câbles K et des poutrelles pour les remettre en place. Il y a de nombreuses façons d'obtenir ces réductions. Une fois que vous l'avez fait, si vous avez passé le pic de Smith, vous avez probablement assez de place pour placer une plaque de renfort médial le long du col du fémur, et nous en parlerons dans une minute. Si vous avez un Smith Pete, il est tentant de placer des fils de K à partir de l'incision latérale. Je pense que c'est probablement suffisant chez les jeunes patients de la population pédiatrique, c'est certain. Je pense que c'est probablement suffisant. Mais pour la plupart des adultes, si vous avez une présentation tardive du col du fémur, vous voudrez utiliser une sorte de dispositif à angle fixe. Une vis de hanche coulissante, si vous y avez accès, sera difficile à mettre en place par une approche séparée. La pince collinaire, une pince fantaisiste que nous avons, mais qui est assez chère. Je trouve ce dispositif assez encombrant et un peu difficile à mettre en place. C'est pourquoi je n'utilise pas beaucoup de pinces collinaires. Encore une fois, voici une belle image de Joy remettant la tête fémorale en place. Les fils sont prêts à être posés. Ils les alignent jusqu'au bord de la fracture, la fixent à l'aide d'un joystick, puis font avancer le fil jusqu'au bord de la fracture. Alors juste un mot. Vous savez, un mot de conseil sur le Smith Pete. Introduisez votre fil dans le trou, mettez-le exactement là où vous le voulez, puis réduisez la tête et faites tourner rapidement le fil sur les 3 ou 4 derniers centimètres. Ok, donc, par de la plaque du contrefort médial. Voici une autre image rapide. Il s'agit d'une technique bien décrite pour placer une petite plaque de frag, si vous y avez accès, pour aider à la réduction. Et vous pouvez le faire soit en conjonction avec une plaque de lame, ou vous pouvez le faire en jonction, dans ce cas ici avec un DHS. Il y a donc un bel article sur ce sujet. Jot, 2019. Il décrit très clairement l'anatomie du col du fémur. Si vous avez besoin d'un peu plus de lecture, c'est un bon article pour vous. Très bien. Cette construction est pour moi l'élément essentiel de ce que je fais avec les fractures du col du fémur chez les jeunes patients. Si je les vois en phase aiguë, je les place sur la table de fracture. Je vais obtenir une bonne réduction ou je vais devoir les ouvrir et obtenir une bonne réduction. Mais quoi qu'il en soit,
je trouve qu'il s'agit d'une construction assez simple, directe et solide qui fonctionne pour de nombreux patients. Si vous avez accès à une vis de hanche coulissante, elle peut être très utile. Une plaque d'appui est également une bonne solution. Il peut être techniquement difficile d'insérer ces plaques dans le Smith Beat, ce qui permet de bien les visualiser. Mais pour rendre justice à cette fracture, vous savez, mettre en place cette plaque médiale peut être difficile, et ensuite mettre en place le DHS par une approche latérale, séparée. Cela peut être difficile. Il faut de très bonnes radiographies. Si vous n'avez pas de bonne radiographie, n'essayez pas de faire preuve de fantaisie avec ce type de technique. Si vous avez un excellent bras C, c'est une bonne solution, mais cela peut être très difficile. Les vis cancella seules sont tentantes, parce que vous avez fait votre Smith Beat. Vous avez lutté pour obtenir votre réduction, et maintenant vous vous dites « je vais mettre quelques vis et aller déjeuner ». Attention, je pense que les vis spongieuses conviennent bien aux fractures récentes. Je pense qu'elles conviennent aux patients plus âgés ou plus jeunes. Les vis à spongieux ne seront pas suffisantes. Et je pense que dans le cas d'une présentation tardive, les vis à spongieux seules ne suffiront pas non plus. Si vous utilisez des vis, assurez-vous que vous utilisez une bonne technique. Nous avons une très bonne technique. Nous avons une bonne répartition sur la paix, où nos vis ne sont pas toutes les unes sur les autres. Ici encore, sur le côté latéral, nous remplissons le col. L'intérêt des 3 vis est de remplir le plus possible le col du fémur. Il ne faut donc pas que les vis soient superposées. Ce que vous voulez, c'est une bonne répartition. Et ici, sur le côté, c'est exactement ce que je recherche. J'ai rempli tout le cou sur le côté, ici sur l'ape. On pourrait sans doute placer ces vis supérieures un peu plus haut. Vous pourriez les tromper de 4 ou 5 mm supplémentaires. Vous pourriez mettre cette partie inférieure un peu plus, 3 ou 4 mm de plus. C'est assez bon pour la paix. J'aime beaucoup ce latéral, ok? Vis partiellement ou complètement filetées. C'est un peu un débat. Vous savez, il y a des discussions à ce sujet. Pour ma part, dans ma pratique, j'ai tendance à trouver que beaucoup de ces fractures du col du fémur échouent en compression sur le côté médial et en tension sur le côté latéral. La partie supérieure du col a tendance à être en assez bon état. J'ai tendance à utiliser des vis partiellement filetées sur la partie supérieure du col et une vis entièrement filetée dans la partie inférieure. Pour ces choses qui sont retardées, vous savez, comme plus d'une semaine, vraiment même plusieurs semaines, que je suis sûr que vous les voyez. Vous savez mes derniers conseils à ce sujet, juste un petit résumé ici. Assurez-vous d'obtenir une bonne réduction. Mettez-les sur une table de fracture. Tirez un peu dessus et voyez à quel point vous pouvez les rapprocher. Et si vous n'y arrivez pas, ouvrez-les et rapprochez-les. Le deuxième point que je voudrais souligner est qu'il faut vraiment les rendre stables. Ces fractures différées ont vraiment besoin d'une grande stabilité et les vis seules ne suffisent pas. Je préfère utiliser une plaque à lame pour ces fractures. J'ai une bonne visualisation, j'ai accès aux implants. Il est donc facile pour moi de vous dire d'utiliser une plaque à lame alors que vous n'y avez peut-être pas accès. Mais c'est un excellent outil à avoir dans sa boîte à outils. Et si vous avez une bonne visualisation et que vous pouvez mettre la main sur une plaque à lame, il s'agit d'une très bonne indication pour la mise en place d'un contrefort médial. Techniquement difficile. C'est un cas que je n'utiliserai pas. Si vous n'avez pas une bonne visualisation et que vous les mettez sur une table de fractionnement, voyez à quel point vous pouvez les obtenir. Vous pourriez être surpris de voir à quel point. Vous savez, c'est une bonne chose. En général, malheureusement, c'est ce que l'on observe lorsque l'on utilise des vis seules. Quelqu'un a essayé de mettre ses vis en position, probablement sur le côté, mais cela aurait pu être un peu mieux sur le côté app. L'écartement aurait pu être un peu meilleur. Mais en général, ces vis ne sont pas assez solides pour soutenir un jeune patient. Je pense qu'une petite dame âgée qui s'assoit beaucoup est très bien. Les jeunes patients auront besoin de plus que de simples vis perforées. Vous savez, nous aimons blâmer ceux-ci. Ils ont subi une réduction en varus et la tête était inclinée vers l'arrière. C'est peut-être simplement un effet du fait qu'ils marchent dessus. Je ne suis donc pas sûr que ce soit vraiment le cas, que cela ait été mal fait. Il faut juste être conscient que 30% d'entre eux vont échouer. Et si vous regardez les taux d'échec série après série après série, même avec de bonnes réductions, 25 à 30%, il faut donc être conscient qu'il s'agit d'un combat difficile. Si vous constatez des échecs, soyez objectif sur votre matériel, examinez vos réductions, assurez-vous que vous faites le meilleur travail possible. Mais ne soyez pas surpris. En termes de taux de non-union avec les vis à angle fixe par rapport aux vis cannulées, la plupart des gens rapportent de meilleurs résultats avec les dispositifs à angle fixe qu'avec les vis cannulées seules. Je vous suggère donc, si vous avez de jeunes patients dont la présentation est retardée, de ne pas utiliser uniquement des vis cannulées. Dans le cas spécifique des fractures du col du fémur,
Nous savons que 5% des fractures du col du fémur sont associées à une fracture du col du fémur. Il faut donc la rechercher. Vous la trouverez chez ces patients. Je pense qu'il suffit de mettre des vis et d'en mettre beaucoup. Je les place à des angles bizarres. Je suis parfaitement heureux de mettre 4 vis. Vous savez, si vous avez une fracture du col du fémur associée à une diaphyse, arrêtez votre clou et mettez des vis à canule dans la tête. Je trouve que la plaque à lame est particulièrement utile. Il existe des articles intéressants à ce sujet. Il s'agit d'un dispositif plus ancien. Il faut donc revenir sur les articles. Voici un article datant de 1998 qui décrit l'utilisation de la plaque à lame. Le seul commentaire que je ferai à propos des plaques à lame, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec les plaques à lame, c'est que les plaques à lame ne sont pas toujours faciles à utiliser. Les plaques à lame, faites attention à la latérale. Si vous avez des patients de petite taille, 1,80 m, 1,80 m, des femmes en particulier, cette plaque est large de 13 ou 14 mm. Il peut être très difficile de l'introduire dans un petit coup sans qu'elle ne soit coupée. Il faut donc faire attention, chez les femmes et les patients de petite taille, ces plaques de lame peuvent ne pas pardonner et il peut être très difficile d'obtenir une plaque de lame de taille standard. Il n'existe qu'une seule taille de lame. Pour essayer d'obtenir une plaque de taille standard dans quelqu'un qui a un petit col fémoral, il faut faire attention à la direction latérale que l'on prend. Il ne faut pas couper l'arrière. Pour en revenir à mon patient, mon jeune homme de 29 ans, il est arrivé 3 mois et demi après la blessure. Et je sais que beaucoup de mes collègues qui sont bons en arthroplastie diraient, vous savez, poser une prothèse totale de hanche à cette jeune femme. Mais c'est, vous savez, difficile à 29 ans. Je pense qu'à 49 ou 59 ans, 100% des patients reçoivent une prothèse de hanche. Ils s'en sortent très bien. Mais à 29 ans, c'est encore assez difficile de lui poser une prothèse de hanche. Nous en avons donc discuté avec elle et nous avons décidé de faire de notre mieux sans l'ouvrir, car nous ne voulions pas augmenter son taux d'infection pour une arthroplastie de la hanche ultérieure. Nous l'avons donc mise sur la table de fracture, et vous pouvez voir que nous avons obtenu une réduction assez raisonnable. Nous avons un grand espace ici, c'est vrai. C'est un espace vraiment inquiétant, mais néanmoins, l'angle du manche est assez bon. Notre ligne de Shenton semble assez bonne, pointe du vrai centre de la tête. Nous avons une bonne réduction ici, et ce, rien que sur la table de fracture. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est mettre 2 vis à canule par-dessus. Excusez-moi, 2 vis cannulées sur la partie supérieure du cou. Vous pouvez voir à quel point je suis proche de la partie supérieure du cou. J'introduis mes 2 vis sur la partie supérieure du cou, puis je comprime sur la partie supérieure du cou et je tire le tout vers le bas autant que je peux pour obtenir une compression sur le haut du cou. Et en bas, pour combler l'écart, j'utilise une plaque à lame. Dans ce cas, j'avais une belle plaque de lame à un trou. Vous pouvez voir ici que j'ai plié la plaque à lame avec les fers à plier ici, vous savez, une cintreuse de table, juste pour qu'elle s'adapte un peu mieux à mon cas. Un trou d'arch, un trou plaque de lame, et cela a très bien tenu pour elle. La voici 2 semaines après l'opération et la voici 6 mois après l'opération. Elle a très bien cicatrisé. Je pense qu'il s'agit là encore d'une construction raisonnable. Je préfère utiliser une plaque à lame plutôt qu'une vis de hanche coulissante. Je pense qu'une vis de hanche coulissante est fantastique. Si c'est ce que vous avez sous la main, il est techniquement plus facile de mettre en place une vis de hanche coulissante. Elle n'est pas aussi stable qu'une plaque à lame. Si l'on veut vraiment que les jeunes patients guérissent, il faut une bonne réduction et un bon implant stable. Pour moi, c'est une plaque à lame. C'est l'implant le plus stable dont je dispose pour traiter les fractures du col du fémur. C'est celui que je choisis pour la présentation différée. Si vous ne l'avez pas et que vous avez un DHS, très bien, utilisez une vis de hanche coulissante. C'est techniquement beaucoup plus facile à mettre en place, mais ce n'est pas aussi rigide. En termes d'arthroplastie, je pense que toute personne de plus de 40 ans qui se présente dernièrement doit bénéficier d'une arthroplastie. Si c'est une option pour vous, ne vous attaquez pas aux fractures différées du col du fémur ou ne faites pas d'ostéotomie d'intertrocage en valgus chez les patients qui n'ont pas d'union. Si les patients ont plus de 40 ans, l'arthroplastie est une excellente option pour eux, si vous avez cette possibilité. Bien sûr, si vous n'avez pas cette possibilité, vous devez les réparer. Et j'espère que nous avons parlé de quelques options que vous pouvez envisager aujourd'hui. Si l'on considère les fractures du col du fémur chez les jeunes patients qui se transforment en non-union, nous savons que 25 à 30% d'entre elles vont échouer. L'ostéotomie intertrochantérienne valgus reste une excellente solution. Il y a une très belle vidéo sur la façon de procéder avec l'OTA. Encore une fois, consultez l'OTA pour l'ostéotomie d'intertrochage de valgus. J'apprécie votre temps et votre attention. Voilà le résumé de ce matin. Le choix de votre approche est vraiment basé sur votre schéma de fracture. Idéalement, on aimerait pouvoir réparer ces fractures dans les 24 heures. Mais si on ne peut pas, on ne peut pas. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est probablement pas d'ouvrir ou de fermer la fracture. Je pense que ce qui compte, c'est la qualité de la réduction.
Vous savez, dans le cas du patient que je vous ai montré, nous avions une assez bonne réduction et nous avons pu l'augmenter en plaçant 2 vis sur le haut du cou et en comprimant supérieurement, puis en utilisant une plaque à lame pour obtenir un implant vraiment solide. Je pense que chez les jeunes patients, il faut une bonne réduction. Si vous pouvez la fermer, c'est parfait. S'il est possible de l'ouvrir, c'est parfait. Et je pense qu'il faut une fixation très rigide. Donc pour moi, vous savez, dans mes mains, cela signifie vraiment des plaques à lame. Et bien sûr, il est important de conseiller les patients. Nous savons tous à l'avance que le taux d'échec de 25 à 30% est un chiffre difficile à atteindre. Les patients doivent en être conscients à l'avance pour pouvoir planifier et se préparer au cas où les choses ne se passeraient pas comme ils le pensent. Voici quelques références. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé ce matin et j'attends avec impatience le reste de la conférence. Prenez soin de vous, je vous en prie.